Bonsoir tout le monde, on va laisser les derniers s'installer, il n'est pas encore 6h30. Donc merci d'être venus. Donc je vous présente bien sûr la conférencière de ce soir, ma collègue de Russe au lycée Henri IV, de retour de Saint-Pétersbourg il n'y a pas longtemps pour finir sa conférence, qui va donc nous parler de la fracture et des liens entre la Russie et l'Europe au sens large. Nous avons la joie d'avoir au premier rang le brillant conférencier sur la Mitteleuropa que vous avez pu admirer, Lily Koch-Roberts, et qui nous avait déjà présenté le défi climatique en début d'année. Et moi, j'aurai la lourde tâche, j'ai mal choisi ma conférence cette année, de vous présenter un truc qui n'existera peut-être pas, le Brexit, dans 2 semaines. Donc je vous donne rendez-vous pour le clou de l'année, la dernière conférence de la saison, sur le Brexit or not Brexit, parce que je ne sais pas si ce sera prolongé après le 12 avril. Ma conférence est maintenue et on fera donc l'histoire des Brexit possibles peut-être à venir. Donc dans 2 semaines, le 17 avril à la même heure, dans le même endroit. Voilà, donc si à 6h30 pile on lance la conférence, j'espère que vous êtes tous bien accrochés. Voilà, donc après la Mitteleuropa, on arrive carrément chez Poutine, là, avec la Russie. Pas tout de suite. Et pas tout de suite, non, parce qu'il faut un éclairage du passé aussi. On arrivera. Et à la fin, il y a la demi-heure traditionnelle, à peu près de questions, et on vous fera passer les micros des 2 côtés, et n'hésitez pas à prendre la parole vers 7h30, et à 8h, nous libérons les lieux, comme d'habitude. Bonne conférence et bonne soirée. J'ai des copies, il n'y a pas grand-chose. On va laisser les personnes s'installer. Bonsoir. Merci d'être présent. J'espère qu'il n'y aura pas de déception quant au sujet, puisque j'ai voulu axer cette conférence surtout sur ce qui a fait que les dissensions entre les Slaves eux-mêmes avaient de conséquences sur le plan géopolitique, surtout européen, mais mondial aussi. Évidemment, il pourra toujours être question de Poutine, mais c'est plutôt à la fin, et c'est plutôt une conséquence d'un très long processus, parce que le président actuel de la Russie n'a rien d'extraordinaire, en fait, dans l'histoire du pays. Il s'inscrit dans une continuité, dans une logique, et ce soir, il n'est pas question d'aller montrer du doigt tel ou tel parti, mais tout simplement expliquer les raisons historiques qui ont poussé les Slaves à se déchirer et entraîner avec eux le reste de l'Europe. Voilà. Donc ça, c'était ma petite introduction qui était une façon aussi de remettre un peu la montre à l'heure sur le sujet, qui était quand même assez précis. Alors, les guerres européennes que nous avons connues, en France, on a tendance à les montrer sous l'axe des relations franco-allemandes. Bon, c'est notre façon de les montrer. On sait qu'il y a les Slaves au milieu, mais peut-être par à-coups. Et lorsque les Slaves ont eu affaire aux Allemands, on avait l'impression que pour le point de vue historien français, c'est que bon, les Allemands sont de toutes les querelles, et donc le conflit germano-slave ne serait que le pendant oriental d'un conflit germano-français. Or, c'est pas, même si ce n'est pas tout à fait faux, ça n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a d'autres choses bien plus importantes. Et la chose la plus importante, en fait, c'est la religion. Et c'est quelque chose que, en France, on a du mal à évaluer. Alors, on se rappelle de trois événements funestes, rien qu'au XXe siècle. En 1914, l'assassinat de l'archiduc, le prince héritier, enfin l'héritier de la couronne austro-hongroise,
qui est assassiné à Sarajevo par des révolutionnaires serbes, on va les appeler comme ça. Ensuite, on sait qu'il y a eu la crise des Sudètes. Donc là, Hitler demande le rattachement d'une partie de la Tchécoslovaquie récemment créée au titre qu'elle est majoritairement peuplée d'Allemands. Et puis, on a l'invasion de la Pologne avec un partage entre Hitler et Staline d'une Pologne qui se trouve dépecée en 1939. Bon, alors, avec tout ça, on sait qu'on a les Slaves, mais en fait, derrière, il y a tellement de choses que pour comprendre ces trois événements, il faut revenir assez longtemps en arrière. Alors, on est obligé d'en passer par une explication de qui sont les Slaves, parce que c'est pas du tout inutile. Alors, ces Slaves, c'est un groupe ethno-linguistique assez homogène qui se trouve, vous avez là une carte géographique de l'Europe, qui se trouve à l'origine, vous voyez, au-delà des Carpates, dans une plaine, ce sont des gens des plaines, ne sont pas du tout des montagnards. Ils viennent des plaines, donc du coup, sur un bassin qui s'étend de la Vistule, c'est-à-dire actuellement en Pologne, peut-être un petit peu plus à l'est, on ne sait pas exactement. Ils vont jusqu'aux sources du Dniepr, sur le Boug, qui est une rivière très importante pour la géopolitique locale, et le Dniestre, qui est un petit peu plus au sud, là où il y a actuellement la Moldavie. Donc c'est à peu près l'ère d'origine des Slaves. Jusqu'aux grandes migrations européennes, enfin asiatiques et européennes, ils parlent une langue commune, indo-européenne, qui est en interaction en fait avec le domaine germanique, le domaine balte et le domaine iranien, puisque à l'époque, des populations parlant des langues iraniennes se retrouvent dans le sud, dans les steppes du sud de l'Europe. Donc les langues slaves sont en interaction avec ces trois groupes-là. Il se trouve que au IVe siècle, les Huns vont venir d'Asie. Ils vont venir d'Asie et ils vont déloger en fait les Slaves qu'ils vont trouver sur leur passage, ils vont les repousser devant eux. Les Slaves vont du coup s'installer un petit peu plus bas, en actuelle Pannonie, où il y a déjà des Avars. Enfin bon, les Avars m'en viennent un petit peu plus tard. Enfin bon, on a des jeux comme ça de dominos, de populations qui se poussent les unes vers les autres. Il y a déjà des Gépides et des Lombards qui sont installés, qui sont délogés, donc des Germains. Tout ça fait que les Slaves en fait vont suivre leur nouveau maître. Ils sont asservis par les Huns, ça c'est très important. Ils sont asservis par eux, font partie des hordes de Huns, dont ils sont plus ou moins les esclaves. Mais finalement, ils retournent la chose à leur avantage et commencent à s'installer dans toute l'Europe. Alors, ils vont s'installer jusqu'au Schleswig-Holstein actuellement, puis sur l'axe de l'Elbe et de la Saale, vous voyez en Allemagne, qu'on dirait de nos jours Allemagne orientale, au nord jusqu'à la Dvina, c'est-à-dire l'actuelle Lettonie, à l'est au tout début de la Volga, à l'ouest du côté du Dniepr, puis, ici c'est le Dniepr, là-bas c'est le Don, excusez-moi, celui-ci est le... Excusez-moi, voilà, celui-ci est le Don et celui-ci est le Dniepr, et puis ils vont faire sauter le verrou du Danube. Le Danube est une rivière absolument, enfin un fleuve absolument fondamental dans la géopolitique de l'Europe, et une fois que le verrou a sauté, ils vont envahir tous les Balkans, et ils vont atteindre même le Péloponnèse qu'ils vont occuper pendant 200 ans. Donc il y a une extension territoriale absolument fabuleuse qui fait qu'ils occupent à peu près la moitié de l'Europe à cette époque-là. On est aux environs du 6e, 7e siècle après Jésus-Christ, et là ils deviennent même ils vont même attaquer Byzance, ils vont même attaquer Constantinople, c'est pour dire. Et au passage, ils chassent dans les Balkans les anciennes populations qui étaient
qui précédaient celles de l'époque romaine et qui sont plutôt des traces, mais qui sont romanisées. Donc ces populations sont rejetées un petit peu partout et les Slaves prennent leur place. Alors, du coup, la composition ethnique de l'Europe a complètement changé. Voilà, à la fin du Moyen-Âge, enfin, non, pas à la fin du Moyen-Âge, excusez-moi, à la fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge, au moment où Rome, de toute façon, est déjà tombée sous les coups des barbares, et qu'il n'y a plus que, pour Empire romain, que la partie orientale, c'est-à-dire ce qu'on appellera nous l'Empire byzantin, mais ce que eux se sont appelés tout au long de leur existence, l'Empire romain d'Orient. Et donc avec nos Slaves qui occupent tous ces espaces. Alors, religieusement, les Slaves sont des païens. Ils sont des païens qui ont une religion assez proche des anciens germains, scandinaves ou celtes, avec des dieux liés à la nature. Mais ils commencent à occuper des espaces qui sont christianisés. Donc on a un mélange païen-chrétien qui va avoir des heurts et des bonheurs, on va dire. Alors, à cette époque-là, il y a également les Vikings qui sont encore évidemment des païens et les Baltes qui resteront encore très longtemps païens. Du coup, Rome et Byzance seront toujours en rivalité pour évangéliser les Slaves. Ça, c'est une donnée qui n'a pas changé, qui a sa place jusqu'à nos jours. Il y aura toujours une rivalité entre le monde catholique et ce qui est devenu le monde catholique et le monde orthodoxe, qui n'existe pas encore à l'époque en tant que tel. Alors, donc, nos Slaves se retrouvent un petit peu partout, et vous voyez sur cette carte de partage de l'Empire carolingien, les Slaves sont en jaune sur la bande jaune à l'extérieur. Ils forment un limes, ce qu'on appelle un limes en latin, et en fait, ils sont complètement mélangés avec les populations germaniques. Ça, c'est très important. Et donc, vous voyez, ils ont atteint quasiment le Danemark au nord, presque l'embouchure de l'Elbe, et de nombreux lieux d'une Allemagne qu'on dirait Allemagne orientale, en fait, des origines slaves, très souvent. Très, très souvent. Lorsque les Slaves arrivent, ils se retrouvent donc, vous voyez, un empire carolingien en orange qui englobe la France et une partie de l'Allemagne, en rouge l'empire byzantin, et nos Slaves qui viennent s'insérer partout, dans toutes ces... Et c'est un peu les Slaves qui font l'Europe. C'est-à-dire l'Europe occidentale n'aurait pas eu lieu d'être si la partie orientale de l'Empire romain n'avait pas été coupée de la partie occidentale. Donc on peut considérer que l'Europe occidentale naît avec l'arrivée des Slaves. Il y a une frontière qui va devenir une frontière, vous voyez cette frontière administrative entre l'ancienne partie occidentale de l'Empire romain à gauche et en vert. Cette frontière existe toujours, de nos jours. Elle n'est pas aussi palpable qu'on le croirait, mais elle est là. C'est très exactement une partie de la frontière entre la Serbie et la Bosnie, actuellement. Et elle suit, vous voyez, je me permets de vous montrer ici, si la souris veut bien, voilà. Cette partie-là, c'est le Danube. Donc, le Danube est pendant très longtemps la frontière de l'Empire romain, et ça restera la frontière de ce qui deviendra l'Église orthodoxe pendant très longtemps. Voilà. Du coup, cette frontière, on va la retrouver tout au long de cette présentation. Vous la verrez d'une façon ou d'une autre.
Cette frontière balkanique, vous voyez, qui coupe la péninsule des Balkans, elle va être stable. Par contre, lorsque le christianisme va se répandre parmi les Slaves au nord, elle va fluctuer. Elle ne va plus être la même et elle va être en fonction de la rivalité entre un bloc ouest polono-lituanien et un bloc est qui est russe. Donc vous verrez par la suite comment cette frontière va fluctuer. Mais en fait, elle va même pratiquement jusqu'à la Fénoscandie parce que une partie des Caréliens vont se convertir à l'orthodoxie et donc vont être arrachés à l'influence finnoise de façon à peu près définitive et de toute façon ils font actuellement partie de la Russie. Alors, dans ce contexte-là, on veut absolument évangéliser ces nouveaux barbares, puisque les anciens barbares, à savoir les Germains, sont évangélisés maintenant depuis longtemps. On est quand même dans l'Empire, dans les suites de l'Empire carolingien, où nous nous trouvons au traité de Verdun, là qui fait le partage entre les trois royaumes qui donneront divers États de l'Europe. Comment faire pour évangéliser? On envoie des missionnaires. Comment envoyer des missionnaires dans une civilisation qui n'a pas d'écrit? C'est très embêtant parce qu'il faut parler leur langue. Alors on trouve deux frères qui s'appellent Cyril et Méthode, qui sont connus, qui sont deux saints de l'Église chrétienne, pas seulement orthodoxe, ils sont aussi saints de l'Église catholique. Et ces deux frères qui viennent de Salonique, c'est-à-dire en Macédoine historique, qui à l'époque n'est peuplé quasiment que de Slaves. Et on leur demande de trouver le moyen d'évangéliser les barbares. Cyril va... alors pardon, là je ne vous ai pas montré, voilà, c'est le déplacement que va avoir la frontière religieuse un petit peu plus tard. Voilà Méthode et Cyril dans l'ordre, parfois c'est Cyril et Méthode, mais là vous avez Méthode à gauche, c'est écrit en slavon. Cyril à droite, on le reconnaît parce qu'il tient l'alphabet, vous voyez, dans sa main gauche, ici, puisque c'est lui qui va inventer l'alphabet, mais pas Cyril, bon, peu importe. Et sur la fin de sa vie, il se fait moine, donc il porte le bonnet du moine. Et puis son frère, Méthode, lui, en fait, il a les attributs de l'évêque, parce qu'il est devenu évêque sur la fin de sa vie. Donc on reconnaît toujours sur une icône qui est Cyril et qui est Méthode, même si on ne sait pas lire le grec ou le slave, on arrive par les attributs à les reconnaître. Et donc Cyril fait cet alphabet-là, qui, vous pouvez quand même le constater, n'a rien à voir avec le cyrillique. Cet alphabet s'appelle glagolitique, il est plus inspiré de l'hébreu qu'autre chose, et Cyril l'adapte au son du slave. Parce qu'il faut voir, on pense peut-être que même la mère de Cyril et Méthode était potentiellement slave, en tout cas ils parlaient couramment la langue des Slaves qui étaient dans leur ville de Salonique, Thessalonique de nos jours, et ils transposent des signes, mais à qui ils attribuent des sons. Ces signes sont soit carrément inventés, soit inspirés de l'hébreu, et c'est le premier alphabet national des Slaves. Curieusement, on ne leur demande pas d'évangéliser leurs voisins de Macédoine ou de Bulgarie méridionale. En fait, on les envoie en actuelle République tchèque, dans une région qui s'appelle la Moravie, qui est à peu près le sud-est de la Tchéquie actuelle, la partie qui est limitrophe de la Slovaquie actuelle et de l'Autriche d'ailleurs, parce qu'un prince qui s'appelle Rastislav, ou Rostislav selon fait partie du fief des Francs. Il veut se défaire de l'influence des Francs et il demande à la fois au pape et à l'empereur byzantin, envoyez-nous des missionnaires, nous on ne veut pas se soumettre à la liturgie allemande, c'est-à-dire la liturgie latine. On leur envoie Cyril et Méthode qui fondent une école, ça marche. On passera sur les détails de leur mission, sauf que les Allemands sont furieux.
curieux, mais cette langue, d'abord, nous avons notre rite en latin. Nous, Germains, nous avons le rite latin. La langue sacrée, c'est le latin, éventuellement le grec, et encore possiblement l'hébreu. Mais cette chose-là, cet alphabet n'existe pas. Cette langue n'est pas sacrée et nous ne la voulons pas. Cyril et Méthode partent à Rome pour s'expliquer devant le pape. Le pape est totalement subjugué par les deux hommes et par la mission qu'ils accomplissent, les confirme. Cyril reste même à Rome, Méthode repart pour se faire emprisonner parce que le clergé et les princes germains passent outre, c'est eux qui ont le pouvoir, Rome a dit mais ça ne compte pas, et jette Méthode en prison, il va finir misérablement sa vie là-bas, en Pannonie, et ses élèves repartent. Ils repartent parce qu'ils sont chassés, et ils vont partir. Si vous voyez en bleu au milieu, vous avez tout le Danube. Le Danube, vous le verrez jusqu'à la fin de cet exposé. Le Danube est là, il se trouve ici. Vous voyez, coincé entre ce qui sera Vienne et Bratislava. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer le Danube, ils vont descendre le Danube, vont se retrouver ici. Et comme notre frontière d'influence entre Rome et Byzance se trouve là, eh bien, ils se retrouvent dans la partie qui restera définitivement orthodoxe, plus tard. C'est encore anachronique de dire orthodoxe. Et c'est là que ça va fleurir. Et là, curieusement, on les accueille à bras ouverts, parce que le roi, qui s'appelle tsar, il s'appelle lui-même, il dit qu'il est tsar, il est bulgare, il vient de récemment se convertir. On leur dit, écoutez, cet alphabet, c'est pas possible, il faut le simplifier parce qu'on n'y comprend rien, et on va le reformer sur des lettres grecques, et c'est pour ça que l'alphabet cyrillique, on fait un ancêtre de l'alphabet cyrillique qui ressemble déjà à celui qui existe maintenant, et qui va se retrouver promu alphabet des Slaves. Alphabet des Slaves. Bon. Les écoles fleuriront dans ce qui est actuellement la Macédoine, récemment rebaptisée Macédoine du Nord, après un long conflit avec la Grèce. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. Voilà, nos Slaves de Pannonie vont se retrouver bridés par les Allemands, et par contre, les Slaves du Sud, les Slaves balkaniques, seront bien accueillis et pourront développer leur culture. On va passer à la Russie, qui elle est encore païenne à ce moment-là. Alors, la Russie, on a une chronique qui raconte que Vladimir Sviatoslavitch, qui est l'arrière-petit-fils, je crois que le son est parti. Je peux parler quand même, mais il me semble qu'il y a une perte de son. La santé. Oui, moi, je sens que je n'ai pas d'écroule. Je vais continuer. Ça revient? Oui, non. Ah, celui-là est parti aussi, et celui-là aussi. Pourtant, il est allumé. Ouais, c'est allumé. Non. Allô, c'est bon. C'est revenu. Alors, les petits-fils Vladimir alors, il faut savoir que la première dynastie russe, c'est pas russe. De même que la première dynastie française n'est pas française, elle est franque, c'est-à-dire germanique. Les premiers dirigeants de la Russie sont ce qu'on appelle des Varegs, ils sont en fait des Suédois, qui sont venus s'installer un petit peu partout. Ils sont allés en Occident, mais ils sont allés aussi du côté russe. Mi-guerriers, mi-commerçants, on force le commerce, on va dire. Bon, ils s'installent, prennent le pouvoir chez les Slaves, qui ne s'appellent pas russes, parce que c'est eux qui s'appellent russes. Et c'est-à-dire qu'en fait, le premier mot russe veut dire, il n'est pas plus slave que le mot français, qui est d'origine germanique, si vous voulez. Et exactement comme les Francs de chez nous,
c'est finalement l'étranger envahisseur qui va s'habituer et qui va prendre la langue du pays qu'il a conquis. Les Varegs vont se slaviser au fur et à mesure, vont devenir en 2 siècles des souverains parfaitement russes. Alors pendant assez longtemps, ils sont binationaux, ils ont 2 langues, on fait toujours venir des nouvelles recrues venues de Suède, etc. Et on alimente une garde. En fait, le mot russe, s'adaptait à cette garde-là, la garde du prince, qui était composée de ces Normands, de ces Vikings, en fait. Mais bon, alors on est là, on est en 800, on est à la fin du Xe siècle, on est en 988. En 988, alors que le christianisme s'est répandu dans les Balkans, il n'y a rien du tout au nord. Le nord du Danube n'a absolument rien, sauf évidemment ceux qui seront ceux qui sont les ancêtres des Tchèques, qui eux de toute façon sont intégrés chez les Allemands, ils ne s'en sortiront pas avant très longtemps, et donc ils subissent la loi, on va dire, latine en ce qui concerne l'Église. Au nord, rien. Ni polonais, ni ceux de l'Elbe, ni ceux de la Salle, ni ceux de l'Oder, ni les Russes, tous ces Slaves-là sont entièrement païens. Et je vais passer, c'est pourtant passionnant, mais je ne pourrais pas autrement tenir mon engagement pour le temps ce soir. Vladimir hésite, la chronique raconte que Vladimir hésite, qu'il va voir un petit peu il envoie des émissaires chez toutes les religions existantes, y compris les musulmans et les juifs. Il fait le bilan, il dit oh non, les musulmans c'est trop triste, on n'a pas le droit de boire. C'est historique hein, quand même, on n'a pas le droit de boire et boire est un plaisir pour les Russes. Bon, voilà, mais quand il dit ça, il le dit finalement pour les Vikings, il le dit même pas tellement pour le peuple. Et il trouve que ce qu'ils appellent les Allemands, c'est-à-dire en fait l'Église latine, pour eux c'est pendant très longtemps les Allemands, donc c'est quand même un peu sévère. Hein. Et puis, les Juifs, il dit non, mais c'est même pas la peine d'y penser. Un peuple qui a été maudit et qui a perdu sa Jérusalem, pourquoi aller prendre cette religion-là? Et finalement, il dit, le philosophe grec, qui m'a raconté des choses très intéressantes, il envoie des émissaires à Constantinople qui reviennent et qui lui disent ça va rester quelque chose de permanent en fait dans l'essence du pouvoir russe. Les émissaires disent nous ne savions pas si c'était tellement beau que nous ne savions pas si nous étions sur terre ou dans le ciel, et le pouvoir et la splendeur sont toujours liés. Et ça restera toujours un trait majeur de la politique russe, pouvoir et splendeur. Ni une ni deux, Vladimir décide de se convertir, d'abord faire la guerre. Il va dans une région qui est entre la Crimée et l'actuelle Moldavie, sur le littoral de la mer Noire, fait la guerre aux Grecs, puisqu'à l'époque c'est ça, lui dit moi je vais épouser ta fille, l'autre lui dit écoutez moi vous n'êtes pas chrétien, alors il dit bah, oui mais moi j'y pensais, alors il se fait chrétien à Chersonèse, très curieusement, revient à Kiev et il ordonne à tout le monde de venir le lendemain dans le Dniepr pour se faire baptiser, et c'est comme ça qu'on a un pouvoir vertical dès le départ qui demande, alors que partout ailleurs c'était des conversions progressives qui étaient pédagogiques on va dire, là c'est tout le monde va devoir se convertir. Alors vous avez un extrait d'une chronique en lumineux que je vous ai mis où on voit, vous voyez au centre dans une espèce de baptistère notre prince qui a décidé de passer par les eaux comme il se devait, et normalement il fallait faire une immersion totale, c'est pour ça qu'on allait dans les rivières pour se baptiser. Voilà, alors les premières conséquences politiques de ce choix, c'est qu'une grande terra incognita va se situer au-delà de la Vistule, très au nord, va se convertir très rapidement, à partir
partir du moment où le prince l'a décidé, et va rester définitivement sous influence byzantine. Bon, ce qui sera, après, orthodoxe, on n'en est encore pas là, il n'y a pas encore le schisme entre les deux églises. Il va y avoir, si vous voyez toujours en rouge au milieu, le Danube, étant donné que ceux du sud sont petit à petit évangélisés avec la frontière, vous voyez, entre l'influence occidentale et l'influence orientale de l'Empire romain. Et du coup, c'est par ce côté-là, par le côté bulgare et bulgaro-serbe, que Kiev, un peu plus haut, va se convertir, alors que, à peu près au même mouvement, le roi de Pologne de l'époque, toujours païen, épouse une princesse tchèque, elle qui fait partie donc du giron latin, et c'est comme ça que la Pologne va tout de suite se tourner vers le catholicisme, le christianisme latin occidental, ce qui n'est pas encore du catholicisme. Ça le sera quelques décennies plus tard. Et le problème est qu'entre les deux, eh bien, il y aura toujours une espèce de ventre mou, et au gré des guerres, on va se disputer âprement les terres et donc l'influence religieuse. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, du coup, le nord slave va reproduire la rivalité qu'il y a au sud, dans les Balkans, entre l'église de Rome et l'église de Constantinople. Et ça dure jusqu'à nos jours. Jusque-là, les Slaves étaient encore jusqu'à l'Elbe. Vous voyez, l'Elbe, ça vient jusqu'ici. C'est-à-dire que c'est une bonne partie de l'Europe. Après le partage de l'Empire carolingien, on passe d'une dynastie franque à une dynastie saxonne et on va changer tout à fait de politique. D'abord, on va reprendre cette carte du traité. Les Saxons qui reprennent le pouvoir, comme ils perdent de facto l'influence sur la Francie, qui deviendra la France, ils l'ont perdu définitivement, et ils n'ont du pouvoir que éventuellement sur le royaume de Lothaire, et encore, mais c'est surtout sur le royaume de Louis, et bien ils décident de reprendre l'avantage contre les Slaves. Et ça a donné quand même une politique qui a été tristement célèbre même parfois, qui s'appelle Drang nach Osten, c'est-à-dire la pression sur l'Orient, c'est-à-dire c'était une politique voulue de reprendre aux Slaves les terres qui appartenaient, enfin, qui étaient occupées précédemment par des Germains et qui avaient été noyées par la présence slave. Il y a les ordres militaires qui vont les aider, les porte-glaives, les chevaliers teutoniques, et on va vraiment vers une pression qui va être en même temps religieuse. Parce que les Slaves de l'Elbe sont toujours païens. Ce ne sont pas les Polonais, hein. On est d'accord, les Polonais sont beaucoup plus à l'est. Les Slaves de l'Elbe sont païens, et c'est une mainmise totale avec germanisation, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de présence slave ou tout à fait résiduelle dans un grand pan de ce qui a été la DDR en son temps, l'Allemagne de l'Est, etc. À tel point que des mots comme Leipzig ou Berlin sont des noms d'origine slave, et que les dialectes d'ailleurs qui étaient parlés ont totalement disparu. Il y avait des dialectes slaves totalement engloutis par la germanisation. Et évidemment, avec la bénédiction de l'Église, qui voyait le moyen de récupérer des fiefs, des terres, d'y mettre des monastères, etc. Donc, la christianisation dans ces pays-là est une violence, c'est ressenti comme une violence inouïe, et l'ennemi, c'est l'Allemand, très, très clairement, avec qui, pendant très longtemps, ils cohabitaient à peu près pacifiquement.
Ce sont des populations d'ailleurs toujours rurales, et c'est aussi une lutte de la ville contre la ruralité. Ça se décline comme ça. Donc, nos chevaliers porte-glaive et nos chevaliers teutoniques traversent, ils vont aller au nord de la Pologne, vont aller jusqu'à ce qui est actuellement les pays baltes, la Lettonie, l'Estonie, etc., vont s'installer là et vont installer d'ailleurs une enclave très importante qui s'appelle la Prusse orientale et qui va rester longtemps une enclave allemande en pays slaves, entre les Slaves, les Baltes et les Allemands. Voilà. L'unité ethnique va être brisée, en fait, entre les Slaves du Nord et les Slaves du Sud, parce que une nouvelle ethnie, les Magyars, vont arriver. Ils sont pris par erreur pour des descendants des Huns, ils ne sont pas du tout des Huns, ils n'ont rien à voir. Ils vassalisent les Slaves, ils viennent de Sibérie occidentale, sont des Finno-Ougriens en fait, alors que les Huns étaient des Tataro-Mongols, des Turco-Mongols. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes langues, ce ne sont pas du tout d'ailleurs même les mêmes ethnies, ethniquement parlant, mais ils passent pour être des nouveaux Huns, on va dire. Ils vassalisent les Slaves. Quand ils arrivent, ils sont païens animistes. Bon, ils se sont arrêtés entre-temps, dans d'autres, ils ne sont pas venus directement comme ça, hein, ils ont fait comme tous les peuples migrants, ils ont fait des étapes dans ce qui est actuellement la Russie. Et puis, ils arrivent, ils s'installent dans cette plaine au nord du Danube, qui à l'époque n'était que slave, et vassalisent les Slaves qui sont autour d'eux, notamment la Croatie, partie de la Bosnie. Il reste, du coup, si vous voyez en bleu au milieu, au nord, nous avons les Slaves du Nord, que actuellement on appelle Slaves de l'Ouest, ils sont quand même surtout du Nord, je dirais. Ceux-là, eh ben, ils sont intégrés, c'est la Bonne-Moravie, ils sont là-dedans. Les Slovaques, ils sont pris par les Hongrois, les Croates aussi sont vassaux des Hongrois, et il nous reste sur la droite une ethnie qui va donner la future Roumanie. Ce sont les résidus des populations romanisées anciennement thraces. Et donc du coup, ça fait un continuum entre les Hongrois et les futurs Roumains, dont on appelle des Valaques à l'époque, qui sont là, et ils vont couper définitivement les Slaves du nord-ouest et du nord-est des Slaves du sud, et avec toujours comme frontière le Danube. Ils se christianisent en l'an 1000, et en l'an 1000, nous avons un roi qui s'appelle Istvan, c'est-à-dire Étienne, qui va fonder en fait un royaume multiethnique qui va plus tard devenir une partie très importante de l'Empire, d'abord autrichien, mais qu'on appellera après Autriche-Hongrie. Et ça aussi, c'est très important pour la suite. Côté celui-ci, le côté orange, c'est le côté de la Russie médiévale, avec Kiev pour capitale, va subir aussi des grands déboires, à savoir l'invasion des Mongols, des Tatars, comme on les appelle. Ils vont assiéger, ils vont aller jusqu'en Pologne de toute façon, ils vont aller jusqu'à Constantinople, mais ils vont prendre les uns après les autres tous les petits territoires. Il y a ce qu'on appelle une Russie des Appalaches, et tout s'est scindé en petites principautés, il va les prendre les unes après les autres, d'ailleurs en utilisant les rivalités locales et en s'alliant les uns contre les autres pour finalement prendre tout le monde. Et Kiev, en 1240, belle et magnifique grande capitale et centre religieux des Russes de l'époque, est totalement ravagée. Elle ne s'en relèvera jamais et ne pourra plus jamais prétendre, sauf dans d'autres conditions, vous verrez, à devenir la capitale de la Russie. C'est un kham, comme on dit en
en russe, qui s'appelle Batu ou Bati, selon les. Et il est lui-même le petit-fils de Gengis Khan. C'est pas n'importe qui quand même qui vient. Gengis Khan, lui, avait conquis la Chine, et son fils et son petit-fils partent conquérir l'Europe, très clairement. Donc on a une volonté hégémonique de ces tribus turco-mongols qui sont agglomérés, viennent tous des steppes d'Asie. En fait, il y a plusieurs tribus, c'est pas une seule ethnie, il y a tout un tas un conglomérat, et c'est un véritable cataclysme pour la Russie en particulier, mais une partie de l'Europe, de toute façon, sera ravagée par les Mongols. Eux aussi, on les prend pour les nouveaux Huns, de toute façon. Donc, Kiev ne s'en relèvera pas. Vous voyez, à l'ouest des principautés russes, ici, on les confond un peu avec la mer sur notre carte, mais vous avez en fait les chevaliers porte-glaives qui sont installés ici, en Lettonie, Estonie, mais on a une ethnie qui sera amenée à avoir un grand succès dans l'Europe médiévale. Ce sont les Lituaniens, qui eux, se battent avec succès contre les porte-glaives, contre les Teutoniques. Les Polonais aussi se battent contre les Teutoniques. Ils se battent également contre les Russes, ils finissent par se battre contre tout le monde, et ils finissent par battre les Tatars. Ce qui est absolument merveilleux, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, parce que, en fait, ils prennent toute une partie, vous voyez le Grand-Duché de Lituanie tel qu'il sera, ici vous avez Moscou. Ils vont prendre à son extension maximale, ils vont vraiment se rapprocher beaucoup de Moscou, et ils font un nouvel État qui est russo-lituanien, qui fait une symbiose qui marche parfaitement, les Lituaniens étant toujours païens, même encore à cette époque-là. On va dire que c'est une dynastie guerrière, les sujets sont russes et orthodoxes, tout va bien. Ça marche pendant très longtemps, et même il y a un roi qui s'appelle Gediminas qui va se proclamer roi des Lituaniens et des Russes. Ils auraient pu être, en 1362, ils prennent Kiev aux Tatars, ils ne les prennent pas aux Russes, ils les prennent aux Tatars. Et donc, puisque Kiev était quand même nominalement la capitale, même tombée en ruine, eh bien, ils estiment porter le titre de roi des Russes. Et en plus, ils arrivent à se marier avec des princesses russes, et du coup, eh bien, ils estiment avoir toute la légitimité pour être les nouveaux souverains de la Russie. De l'autre côté, ça ne va pas se passer pareil, vous allez voir. De l'autre côté de la frontière, ce qui va rester en bleu. On va passer, avant de revenir à ce qui sera la future Moscovie, la future Russie, on va passer dans les Balkans, on retourne de l'autre côté du Danube, et là, le malheur des Slaves, c'est l'Empire ottoman, venu de Seljoukides. C'est une partie des tribus Seljoukides. Les Seljoukides sont restés en Orient, mais eux, ils ont décidé d'en découdre avec l'Empire ottoman. Et les Seljoukides conquièrent petit à petit tout. On sait que ça se terminera par, symboliquement, parce que c'est vraiment que symbolique, la chute de Constantinople en 1453, parce que de toute façon, tout le reste était tombé avant. Notamment, ce qui est la Serbie médiévale va tomber en 1389 dans une bataille qui s'appelle le Champ des Merles, qui s'appelle Kosovo-Polje, et Kosovo vous dit quelque chose, c'est une région actuellement autonome dont l'indépendance a été reconnue, mais qui fait partie de la Serbie historique. Les Serbes en ont fait une date nationale. C'est curieux qu'ils aient fait une date nationale d'un grand deuil, et du deuil de leur indépendance, mais ça reste une date, la fête nationale serbe reste le 28 juin, jour de la Saint-Guy, Vidovdan, et où on commémore, parce qu'en fait on a quand même réussi à tuer le sultan ce jour-là. C'est-à-dire qu'on a été soumis, mais on a tué le sultan, donc quelque part il y a une fierté nationale. La Bosnie va être la dernière à tomber, et en Bosnie, donc quand même presque 100 ans après, en 1463, au XVe siècle, même à 1463, pardon, c'est-à-dire même 10 ans après la chute de Constantinople. Et là,
Puis plus tard, vous voyez dans la partie qui est kaki, à leur extension maximale, les Turcs vont arriver jusqu'à, je n'arrive pas à retrouver la souris, hop, veut-il pas, le voilà, voilà la souris, toute cette partie-là qui correspond à la Roumanie, à la Hongrie, même une partie de l'Autriche, vous voyez, jusqu'à Vienne, c'est l'extension maximale de l'Empire ottoman qui, à partir de 1699, 1683, même siège de Vienne, va reculer inexorablement. Donc tous les Slaves du Sud sont pris dans cette nasse-là. Il y a des renaissances quand même, avec tous ces malheurs, c'est que finalement, la symbiose lituanienne fonctionne et on a un État qui est florissant. Sauf qu'il va y avoir un événement qui va changer la direction, le cours de l'histoire. Et l'histoire aurait pu faire qu'il y aurait un jour peut-être une Moscovie ralliée à une Lituanie. L'histoire en a voulu autrement. En 1385, on appelle ça l'union de Crévaux. C'est Jagellon, Jagiello en langue locale, qui épouse Edwige, reine de Pologne. Et en fait, Jagellon est encore païen. En 1385, Jagellon, encore païen, hésite. Va-t-il se convertir à l'orthodoxie, comme tous ses sujets, parce qu'il a 90% de ses sujets qui sont orthodoxes, ou va-t-il... mais il a besoin de l'aide militaire polonaise. Et donc, il accepte de se convertir au catholicisme et d'unir son destin à la Pologne. Ça deviendra la future Pologne-Lituanie. Et c'est fatal, on va dire, parce que toutes les guerres qui sont passées par là, et par le fait que la Pologne et la Russie se sont disputées ce qui est actuellement l'Ukraine et la Biélorussie. Mais tout vient de cette question. Du coup, en Lituanie, les sujets orthodoxes sont pas mal menés encore, mais en fait l'aristocratie se polonise puisque la référence culturelle et la référence du pouvoir, elle est polonaise et catholique. Donc il y a une polonisation des élites et seul le peuple reste vraiment orthodoxe, près de la religion traditionnelle. La chose sera complètement consommée en 1569, donc près de 200 ans plus tard, où il y a vraiment ce qu'on appelle l'union de Lublin. Il y a une fusion complète des deux États, et on appellera ça la République des deux nations, ou le Commonwealth lituano-polonais, comme on veut. En polonais, on appelle ça Rzeczpospolita, ça veut dire, c'est un calque du latin res publica, c'est-à-dire la République. Et on a une monarchie élective, on élit le roi, on a une diète, et on est vraiment dans une culture totalement occidentale, médiévale, mais où une partie de la population, appelée russe, fonctionne, et orthodoxe, fonctionne dans un État totalement multiethnique. C'est l'État le plus grand de l'époque. Vous voyez à peu près c'est même pas à son maximum, la Pologne-Lituanie, alors que ça, tout ce petit... conglomérat d'États, c'est le Saint-Empire romain germanique. J'ai même les chiffres. En 1650, la Pologne-Lituanie fait 878 000 m², alors que le Saint-Empire fait 570 000 km² à la fin de la guerre de 30 ans, donc en 1648. Donc c'est un État très très puissant du monde à la fois médiéval et de la Renaissance. Avec un développement culturel extrêmement important. Mais maintenant, il y a Moscou qui monte. Ça, vous le savez, puisqu'on sait le résultat. Alors, Moscou, il a été fondé sur... On reprend la carte des principautés telles qu'elles étaient avant que les Tatars n'arrivent. Alors, vous avez vu que la capitale, elle était à Kiev. Je l'ai entourée là en rouge. C'était donc les terres du sud de la Russie. Étant donné que les Tatars l'ont détruite, le prince de Kiev, qui était le père d'Alexandre Nevsky, est parti à Vladimir Souzdal, ici, plus haut.
transmis à Vladimir Souzdal des prérogatives de Kiev, qui devenait finalement la deuxième capitale en l'absence de la vraie capitale qui avait été détruite par les Mongols. Et Alexandre Nevsky, qui est devenu saint Alexandre Nevsky, c'est un saint de l'Église orthodoxe, a fait un choix. Il a choisi de se battre contre les chevaliers teutoniques et les porte-glaives, et pas contre les Tatars. C'est un choix politique qu'il a fait à cette époque-là. On peut le discuter tant qu'on veut, c'est un fait historique, il a choisi. Donc, lorsque les Lituaniens ont pris, alors Moscou est là, vous avez à peu près la frontière entre ce qui a été pris par les Lituaniens et ce qui est resté en fait aux Tatars, pas aux Russes. Ça appartenait aux Tatars, nominalement. Eh bien, il a transmis à son fils Moscou, qui était un petit fief de rien du tout, qui avait été aussi d'ailleurs ravagé par les Tatars, et c'est son fils qui va en faire une principauté et qui après va transférer tout de Vladimir Souzdal, à Moscou. Et Moscou se réclamait déjà ouvertement dans les années 1350 à 1450 comme étant l'héritière de Kiev, puisque ayant tout récupéré de Vladimir. Au moment où les Slaves du Sud tombent sous le joug ottoman, par un espèce de mouvement contraire, les Russes commencent petit à petit à se défaire des Tatars. Ça se terminera en 1480, c'est-à-dire qu'au moment, même pas 30 ans après la chute de Constantinople, Ivan III, qui est le grand-père d'Ivan le Terrible, va se débarrasser définitivement des Tatars, qui bientôt deviendront, à partir d'Ivan le Terrible, les vassaux des Russes. Vous voyez, toute la vapeur va se renverser. Et qu'est-ce que veulent les Russes? Récupérer les territoires que les Lituaniens leur ont pris. C'est la logique, parce que nos sujets russes s'y trouvent. Kiev est devenue une ville latine. Mon Dieu, quelle horreur! Donc, ça a été l'obsession russe pendant des centaines d'années, et ça l'est encore, c'est de récupérer les territoires de la Russie ancienne que les Lituaniens leur avaient pris. Lituaniens qui ont eu le tort de se convertir au catholicisme et pas à l'orthodoxie, et donc qui deviennent des affreux papistes. Voilà, en gros, c'est ça la logique. Alors, on voit bien que tout ça est incompatible. Tout oppose les deux États slaves. Il y a une monarchie élective d'un côté et un pouvoir de plus en plus absolutiste de l'autre. C'est Ivan le Terrible qui va mettre les jalons, donc à la moitié du XVIe siècle, d'un pouvoir de monarchie divine, de droit divin, et monarchie absolue, qui ne cessera d'enfler. Le conflit religieux est évident, parce que la Russie polonisée, la Russie lituanisée, baltisée, tout ce que vous voulez, est soumise au catholicisme, même si les gens restent orthodoxes. Il y a un problème de juridiction. D'abord, les Lituaniens continuent d'ordonner un métropolite de Kiev. C'est pas possible, un métropolite orthodoxe, puisque le métropolite maintenant est à Moscou. Donc déjà, ils ont une rivalité absolument juridique qui perdure jusqu'à nos jours. On finira notre exposé là-dessus. C'est sur ce conflit de juridiction entre Kiev et Moscou. Bon. En 1439, pas longtemps avant la chute de Constantinople, l'Empire byzantin est aux abois, on appelle les Occidentaux à l'aide et on propose l'union à Florence, c'est Florence et Ferrare, en 1439. Et cet accord, cette union des églises signée à Florence et Ferrare est rejeté par Moscou, alors que le métropolite de Kiev l'accepte. Donc, il est anathémisé par Moscou. En 1596, alors qu'il y a déjà eu l'union de Lublin, donc on a un seul État qui s'appelle Pologne-Lituanie, qui s'appelle Rzeczpospolita, on a la fondation de l'Église uniate. L'Église uniate, c'est qu'on demande aux orthodoxes d'accepter l'autorité du pape
mais qu'en contrepartie, on leur laisse la liberté de leur culte. C'est-à-dire que c'est une dérogation, puisque être uni à Rome, théoriquement, veut dire avoir le rite latin. Non, on autorise ceux venus de ces contrées, notamment, et ce n'est pas des moindres, le mariage des prêtres, qui est autorisé donc dans l'Église orientale, parce que les maronites sont pareils, il y a d'autres églises orientales, les melkites, les maronites, au Moyen-Orient, au Liban, etc. Et donc, même les Coptes, je crois. Une partie des Russes, qui s'appellent encore Russes, acceptent l'union. Mais ce n'est pas la majorité, ça reste une minorité. Alors ça commence un conflit entre ceux qui sont restés orthodoxes et ceux qui sont devenus catholiques. Question, qui va garder quelle église, etc. La chose perdure de nos jours. Cette église, on l'appelle également église ruthène, parce que la ruthénie est le mot qu'on donne aux Russes de la Pologne et Lituanie à l'époque, c'est la terminologie latine qui veut ça. Du coup, il va y avoir 3 types de population. Il va y avoir les orthodoxes, il va y avoir les catholiques unis à Rome, mais qui ont gardé le rite oriental, les uniates. Et puis il va y avoir les vrais catholiques de type romain. Donc on a 3 populations dans l'espace de la Pologne et Lituanie. Lorsque notre Ivan III a chassé les Tatars, quelques années auparavant, il a épousé la nièce du dernier empereur de Constantinople, celui qui est tombé les armes à la main devant la forteresse dans la bataille contre les Turcs. Ça lui a donné l'occasion de dire « Ah, mais Constantinople, c'est moi !» Et d'ailleurs, regardez, la dame était née en Italie, vivait à Rome, mais elle était considérée comme grecque, elle était la nièce du dernier empereur, et donc ça a donné une aura à la dynastie russe, qui était encore considérée comme barbare, et même par les Grecs. Hein. Les Grecs les considéraient comme des barbares. Donc du coup, ça a donné lieu à une idéologie qui a fleuri au XVIe siècle et qui s'appelle Moscou troisième Rome. Parce que Rome était tombée sous le coup des barbares germaniques, mais était devenue latine, donc hérétique. Constantinople était tombée sous le coup des infidèles, et donc il n'y a plus qu'une troisième Rome, c'est Moscou. Donc Moscou, c'est Rome, et c'est même la Nouvelle Jérusalem, d'une certaine façon. Ça sera une idéologie officielle à l'époque d'Ivan le Terrible et des premiers Romanos. La complication encore juridique, c'est que Kiev dépend toujours du patriarcat de Constantinople. Donc, vous allez voir par la suite ce qui va nous arriver. Alors, en point d'étape, à la fin du XVIe siècle, parce qu'on aborde le XVIIe, c'est que les Slaves du Sud n'existent plus, ils sont asservis par les Ottomans, sauf les Slovènes et les Tchèques qui sont seulement intégrés, c'est le fief des Habsbourg, et puis on a les Hongrois qui vont être plus ou moins absorbés qui ont absorbé les uns, mais qui vont être aussi absorbés par les Turcs. Au nord et à l'est des Carpates, on a donc 2 États antinomiques et qui revendiquent les mêmes terres, et qui sont en rivalité profonde, surtout. Nous avons l'avènement des Romanov au XVIIe siècle, tout début des XVIIe siècle. Je vais passer sur toutes les vicissitudes de cette pauvre Russie, mais sachez une chose, c'est que les Polonais envahissent Moscou. Alors là, c'est la chose. Les Polonais toujours plus forts, avec leurs Lituaniens, toujours plus forts, envahissent Moscou. Et mettent même un fantoche, un homme de paille, qui va devenir tsar éphémèrement, quelques mois, qui va être mis en pièces avec sa femme polonaise sur la place rouge. Et la détestation des Polonais atteindra à ce moment-là son paroxysme. C'est-à-dire que rien de pire ne pouvait arriver pour les Russes que d'être, pour eux, souillés par les Polonais et par l'Église catholique. Guerre civile, imposteurs, tout ce que vous voulez, on finit par élire, et c'est la première fois dans l'histoire de la Russie, on élit un nouveau tsar parce qu'il n'y a plus de descendants du premier, dont était issu le premier Vareg, dont était issu Vladimir. Et donc on choisit un certain petit jeune homme qui s'appelle Michel Romanov, qui sera le grand-père de Pierre le Grand. Et on
on pense qu'on va pouvoir le dominer, mais en fait il s'avère assez intelligent et il mène bien sa barque. Et on veut absolument récupérer toujours les terres russes, parce qu'entre-temps les Polonais ont quand même gardé Smolensk, qui appartient à la Russie encore de nos jours, les Polonais ont encore Bryansk ou Kursk, qui appartient toujours à la Russie, donc ça ne peut pas. Donc c'est l'obsession. L'obsession reprendre toujours aux Polonais. Eh bien, l'occasion va être en or, ça va être même donné, même pas pris. Les Cosaques d'Ukraine se rebellent contre leurs suzerains polonais et offrent sur un bateau d'argent un grand pont d'Ukraine à la Russie. Je vous passerai le détail, les Ukrainiens ne le digèrent toujours pas de nos jours parce qu'ils estiment que c'est le début de la fin pour eux, que ce sont les Ukrainiens, les Cosaques eux-mêmes, puisque ce sont donc, disons, les embryonnaires, ils s'appelaient toujours russes à l'époque. Mais il y a une ambiguïté sur le mot russe, c'est-à-dire qu'il y a Russki, et puis mais la Russie s'appelait Rossiya, et donc en Russie on disait Rossiyski, et Russki en fait c'était les Ukrainiens. Même actuellement en ukrainien, quand ils disent russe, s'ils disent russe, ça veut dire c'est eux. Si autrement ils disent Rossiyski, c'est assez curieux. Les Polonais, pour eux c'est comme ça, Ruski veut dire Ruten, c'est-à-dire ukrainien, vous voyez. Donc et oui, il y a des ambiguïtés sur les mots parfois. De facto, énième guerre, en 1667, la Russie annexe toute la rive droite du Dniepr, Kiev inclus. Donc Kiev, ville polonaise, se retrouve, ville baroque, jolie ville qui s'était bien relevée, ville commerçante, ville de culture avec des écoles, etc. Eh bien, elle se retrouve de facto russe. Le reste sera pris plus tard. Pour le moment, on s'arrête au Dniepr, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'Ukraine, la moitié orientale de l'Ukraine, mais Kiev inclus, et ça c'est très important. C'est une annexion que ne voulaient pas les Cosaques, eux ils voulaient un État libre. C'était des gardiens des frontières contre les Tatars, et eux souhaitaient une liberté. Pour eux, c'est une régression sociale. Pourquoi? Parce qu'en Pologne, Lituanie, ils n'avaient pas de servage. Or, petit à petit, le servage entre sur les terres futures ukrainiennes, alors qu'elles n'y avaient jamais existé. Parce qu'au moment où ces terres étaient passées sous le giron lituanien, le servage n'avait pas encore été mis en place. Il s'est installé petit à petit en Russie de Moscovie, on va dire. Et ce qui fait que lorsqu'ils retournent dans le giron russe, eh bien, ils vont connaître quelques désillusions sur les conditions de la liberté des uns et des autres. Donc voilà. Alors, on passe au XVIIIe, au temps des empires. Pierre le Grand n'est pas très inquiété des questions religieuses. C'était pas son obsession. De toute façon, une grande partie des terres avait déjà été prise. Lui, ce qu'il veut, c'est le littoral de la Baltique. Donc, il fait en sorte d'avoir ce qui deviendra le débouché sur la Baltique avec Saint-Pétersbourg. Il fera sa nouvelle capitale. Et il veut combattre les Turcs au sud, l'Empire ottoman. Mais les Slaves de l'Ouest, il les laisse tranquilles pour le moment. C'est en fait Catherine II qui va recommencer. Catherine II va vouloir reprendre le reste petit à petit grignoté de plus en plus à l'ouest aux dépens des Polonais, et elle va avoir une bataille, vraiment une victoire incroyable sur la porte, sur l'Empire ottoman, et elle va obtenir la Crimée dont vous avez entendu aussi parler ces dernières années. Elle obtient la Crimée qui est vassale de la porte et où la population majoritaire est faite de Tatars, les Tatars de Crimée. Avec une vieille population grecque qui reste encore, et même des Allemands. Il y avait quelques Allemands qui étaient encore là, qui étaient arrivés de l'époque des Visigoths. Et donc, la Crimée tombe dans le giron russe à ce moment-là. Et elle exige, et ça c'est fondateur, elle exige de la porte de se voir reconnaître le droit d'être protectrice des sujets orthodoxes de l'Empire ottoman. Et ça, c'est très important parce que les Russes ne cesseront à l'avenir de s'en mêler. Alors, les Serbes, eux, de leur côté, lorsque
Ottomans vont arriver jusqu'aux portes de Vienne, les Serbes vont se soulever contre les Ottomans. Mais ils vont avoir des représailles telles qu'ils décident d'émigrer, de quitter la Serbie. Et quitter la Serbie, c'est quitter le Kosovo, en fait. L'époque, la Serbie médiévale, c'est le Kosovo. C'est le sud, c'est pas du tout Belgrade. Belgrade est une ville hongroise, encore à l'époque. Donc, on n'a pas, il faut tout remettre à sa place. Belgrade, ça n'est pas la Serbie à l'époque. Donc, ils montent, demandent à l'Empire autrichien asile, on leur accorde l'asile, et là où vous avez le hachurage, là où c'est hachuré, eh bien, ce sont les confins militaires où on installe des Serbes, partout, où on leur donne la liberté du culte, et en leur demandant par contre de défendre les frontières contre l'Empire ottoman. Tout le monde est gagnant-gagnant dans l'affaire, on leur donne l'asile, mais il faut qu'ils se battent contre ceux qu'ils ont fui, si vous voulez. Ça aura des conséquences également funestes dans les conflits yougoslaves du XXe siècle, parce qu'il y a des Serbes qui sont disséminés un petit peu partout. Alors, ces marches militaires vont même aller un peu en Russie, mais bon, ça c'est... Et pour ce qui est des Polonais, eh bien, vous savez tous que ce qui va se passer, c'est que les Polonais vont disparaître, puisque la Prusse montante, puissance montante locale, royaume encore, pas encore empire, mais la Prusse, la Russie et même l'Autriche vont se partager en 3 dates, 1772, 93 et 95. En 1795, il n'existe plus de Pologne du tout. C'est la fin d'un État qui aura existé 400 ans sous la forme Pologne-Lituanie, et depuis 1385, et elle ne renaîtra qu'en 1918, après le traité de Versailles. Alors, au XIXe siècle, il y a un romantisme qui va se mettre en place. Les nationalismes du XIXe sont des romantismes, et paradoxalement, ça va donner un panslavisme qui ne va pas être compris du tout par les uns et les autres de la même façon. Les Slaves du Sud, ceux qui sont dans l'Empire austro-hongrois, et ceux qui sont encore soumis aux Ottomans, estiment qu'ils doivent former une confédération et qu'ils doivent prendre leur destin en main. Les Russes sont tout à fait d'accord pour agrandir leur empire. Donc, on a toujours le problème religieux. Les Russes veulent convertir les catholiques, ou même les musulmans, parce que l'islam s'est introduit, puisqu'une partie des Slaves se sont convertis, et donc on va se retrouver avec une politique assez agressive de la Russie qui souhaite tout simplement s'élargir. Elle l'a fait aux dépens de la Pologne, pourquoi pas élargir un peu plus loin, absorber les uns et les autres, et faire ce grand projet grec que voulait Catherine II, c'était qu'elle voulait même prendre Constantinople. C'était le but du jeu, c'était de prendre Constantinople. Ça ne marchera pas, mais néanmoins, l'idée slave fait son chemin, sauf qu'il va y avoir le malentendu des Ukrainiens et des Biélorusses qui, eux, se sont retrouvés de nouveau en Russie, mais ça ne se passe pas non plus comme ils voudraient. Et ils souhaiteraient avoir aussi une confédération. Les choses ne fonctionnent pas, d'autant que les Russes imposent des reconversions forcées aux uniates, à qui il y avait à peu près 70% de la Biélorussie qui était uniate. L'Ukraine, c'était beaucoup moins. Mais la Biélorussie était très uniate. On les somme de se reconvertir, de reconnaître le patriarcat de Moscou, de rentrer dans le giron de l'Église orthodoxe, et s'ils ne veulent pas, hop, il y a de la place en Russie pour aller les replacer ailleurs. Et la chose a marché. Et donc, bon, il y a eu beaucoup de malheur, on va dire, pour les uns et pour les autres. Quand on arrive au congrès de Berlin, eh bien, on va se retrouver avec, regardez, ce qu'on appelle la balkanisation. À gauche, vous avez l'Europe en 1815, en gros, il y a 3 empires. Et à droite, eh bien, vous avez une multitude, une mosaïque de petits États qui naissent, mais qui naissent quand même de la volonté des peuples. Mais ça pose que des problèmes, parce que la Bosnie-Herzégovine, contre l'avis de la Russie, passe sous protectorat autrichien, et l'Autriche l'annexera purement et simplement en 1908. Ça, c'est le grand scandale de la Russie qui dit
on n'avait pas fait la guerre contre les Turcs que pour ça, et donc on va arriver rapidement au séisme du XXe siècle, parce qu'au XXe siècle, comme tout le monde le sait, nous avons l'assassinat à Sarajevo, et le traité de Versailles, bon, la guerre verra la dislocation de tous les empires, et le traité de Versailles va nous faire une création des États-nations, mais les États-nations, ça ne marche pas toujours. Vous allez voir, ici, en bleu, vous avez la création du royaume des Slovènes, Croates et Serbes. Mais notre frontière, elle passe toujours là. Et c'est un royaume qui ne fonctionne pas parce que les Croates et les Slovènes n'en voulaient pas. Ils ont été un peu forcés. Les Serbes sont aux Bosniaques et aux Croates, ce que les Russes sont aux Ukrainiens et aux Biélorusses. Ils sont hégémoniques et on ne veut pas de leur hégémonie. Et bien évidemment, c'est là que la guerre, c'est forcément là que la guerre va être la plus terrible, on le sait, pendant la Deuxième Guerre mondiale et après, pendant les guerres des années 90, dans l'ex-Yougoslavie, qui sont comme des bis repetita de tous ces conflits qui sont religieux. Alors, le roi de Yougoslavie est assassiné à Marseille en 1934, vous imaginez, par un nationaliste bulgaro-macédonien, avec peut-être l'aide des nationalistes croates. Enfin, le pays sombre dans le chaos et il va être totalement démantelé. Regardez, ça c'est le royaume de Yougoslavie pendant l'occupation entre 1941 et 1945. Il y a un État indépendant croate fasciste et tout le reste est occupé par les uns et par les autres, les Allemands, les Italiens, les Hongrois, les Roumains, les Bulgares. Tout le monde prend sa petite partie. Et il va y avoir une guerre civile quand même effroyable, mais le plus effroyable est quand même ce qu'a fait l'État fasciste croate, puisqu'il y a eu des camps d'extermination où on mettait les Serbes et les Tziganes, quelque chose d'absolument épouvantable, et qui émeuvait même ces pauvres nazis qui trouvaient que les Croates n'étaient pas gentils avec les Serbes. On peut en sourire. Mais c'était la manière qui les effrayait, parce qu'il y avait des assassinats à main nue, alors que les Allemands faisaient ça proprement, avec des chambres à gaz, probablement que c'était plus civilisé sans doute dans leur esprit que ce que faisaient les Croates. En tous les cas, il y a eu des massacres absolument inimaginables qui sont restés dans les mémoires de tout le monde et qui vont ressortir dans les années 90. Alors, dans les années 90, on va retourner maintenant, attendez, parce qu'il faut, je vais essayer de, je vais vous laisser poser quelques questions, mais vous voyez, il ne me reste plus que deux petites pages. Il y a l'ère communiste qui arrive, et ça, c'est pas la moindre des choses. Alors, paradoxalement, l'ère communiste, quelque part, peut sembler plus rassurant, parce que comme il met le bâillon, la cloche sur les religions, comme la religion est liée à la nation, eh bien, devrait y avoir moins de nationalisme parce qu'il y a de l'athéisme. Dans la réalité, c'est pas tout à fait ça, mais c'est surtout le fait qu'il y ait des totalitarismes, des régimes extrêmement autoritaires. Totalitariste, c'est sûr pour Staline. Tito était un peu moins, on va dire, quand même. Il voulait être indépendant, mais bon, il y avait aussi des camps d'internement pour les opposants. On va réussir à mettre le bâillon à la fois sur le nationalisme serbe et sur le nationalisme russe, en se disant, la recette est connue, pour maintenir tout le monde, eh bien, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus fort que les autres. Mais ça, avec la chute du communisme, là, tout va retomber. Tout va retomber, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec une guerre en ex-Yougoslavie, dont vous avez tous mémoire, ou presque, sauf les plus jeunes, mais l'Assemblée n'est pas très très jeune, donc je vois quelques jeunes qui, eux, ne savent pas, les autres, ça a été quelque chose d'épouvantable, qui s'est quand même soldé par 150 000 morts en Bosnie, 4 millions de déplacés. En pleine Europe, dans les années 90, c'était le grand scandale, quand même, européen. Un grand scandale européen, mais ma foi, c'était que des Slaves, hein, probablement, donc finalement, si ça avait été en Allemagne, les choses ne seraient probablement pas passées comme ça, non pas parce que les Allemands seraient plus civilisés, ils en ont montré d'autres, mais simplement parce que tout le monde s'en serait mêlé avant,
pour éviter que ça en arrive là. Mais bon, alors, au nord, l'URSS, elle est née, et l'URSS, elle a commencé par tout de suite faire la guerre avec les Polonais, parce que les Polonais avaient de nouveau gagné du territoire. Et donc là, les Polonais avaient récupéré Vilnius, ils avaient même occupé Kiev et ils sont repartis. Ça, dans les années 20. Et puis, la frontière, eh ben, du coup, elle se trouve là. Parce que toute la partie, là, qui est à l'ouest de la ligne rouge, à l'est de la ligne rouge, c'était les territoires orthodoxes, ou à peu près orthodoxes, ou uniates, mais considérés comme russes par les Russes. Donc, on en arrive à ça, c'est la situation de l'ex-Yougoslavie avant la guerre. Vous voyez en rose tout ce qui est serbe, tout ce qui est vert, c'est musulman, tout ce qui est jaune, c'est croate. Et ben, vous voyez pourquoi il y a eu la guerre en Bosnie. Les couleurs sont claires. Et c'est devenu maintenant ceci. Parce que, au terme des accords de Dayton, on a décidé qu'il y aurait une fédération croato-musulmane d'un côté et une république serbe de l'autre, mais qui est indépendante de la Serbie. Avec un seul corridor, si vous le voyez, ici, à Brčko, parce qu'autrement, il n'y aurait pas de continuité territoriale, et c'est un corridor qui est encore surveillé par je ne sais quel CAFOR ou je ne sais trop quoi, parce que c'était aussi le lieu de tous les trafics et le lieu de tous les crimes contre l'humanité. Et vous voyez, on n'a pas résolu la question, parce qu'on a un État qui s'appelle Confédération bosniaque, où on a des musulmans qui n'ont d'autres nationalités que d'être musulmans. Vous voyez l'absurdité? Dans des pays où c'est la religion qui vous a fait votre nation, eh bien, ils sont slaves, mais ce sont les descendants des slaves qui se sont convertis à l'islam au XVIe siècle. Ils sont là. Voilà. Alors, on en arrive à ça, c'est la fin, je vous garde le meilleur pour la fin. Vous voyez ici le président de l'Ukraine, et ici vous voyez le patriarche de Constantinople. Oui, Constantinople existe. Constantinople existe toujours. Il y a un patriarcat de Constantinople à Istanbul. Depuis la prise de Constantinople en 1453, les sultans turcs ont toujours autorisé le patriarcat de Constantinople, qui fonctionne et qui a le titre de patriarcat œcuménique et qui a un suprême droit, c'est d'autoriser l'autocéphalie d'une église. C'est-à-dire qu'elle a le droit de nommer, de dire que tel territoire n'est plus dépendant du patriarcat de Constantinople ou du patriarcat de Moscou, et que donc cette église sera libre et il y aura un patriarche. Eh bien, les Ukrainiens viennent d'obtenir ce droit à une église. C'est un séisme, c'est un scandale pour les Russes. C'est pire que les problèmes avec la Crimée, etc. L'église russe est secouée par un séisme que vous n'imaginez pas et dont vous entendrez parler très probablement dans les décennies à venir, parce que pour eux, c'est la dernière chose, parce qu'ils prônent encore cette unité avec Kiev, qui est l'unité des premières années. On peut comprendre les uns, on peut comprendre. Je ne suis pas là pour vous dire que les Russes ou les Ukrainiens ont tort, hein. C'est vraiment pas le but. Je vous explique les mécanismes qui se passent entre eux et quels sont les arguments des uns et des autres. Les Ukrainiens disent, mais montrez-nous le document, le tomos, c'est la bulle papale, enfin, de Constantinople, qui vous a autorisé à nous assujettir au patriarcat de Moscou. Et effectivement, les Russes ne peuvent pas le produire. Ils ne peuvent pas le produire parce que tout simplement, une fois qu'ils ont récupéré, Alors, le patriarche de Moscou a anathémisé le patriarche de Constantinople. Ils disent que la chose est nulle et non avenue. Sur place, les Ukrainiens ont le choix, on leur dit, par église, par paroisse. Vous choisissez maintenant, vous avez 3 mois pour choisir si vous voulez continuer à faire partie du patriarcat de Moscou ou si vous voulez rejoindre l'église autocéphale du patriarcat de Kiev. La suite, je ne peux pas vous la dire, je n'ai pas de boule de cristal, mais je sais que ça se passera mal.
ça ne peut pas se passer bien parce qu'on est dans ces éternels, ces séculaires conflits d'autorité sur les mêmes territoires qui ne se régleront jamais d'un trait de plume et surtout pas du point de vue occidental qui souvent ne comprend pas les tenants et aboutissants des choses et qui ne pourra pas aider ni les uns ni les autres en connaissance de cause. Donc vous voyez le nouveau patriarche qui est à droite, c'est un jeune homme, vous voyez, il a 40 ans, il devient patriarche de Kiev avec le... Là, c'est le patriarche de Constantinople qui a signé le rouleau. Le codex a été transporté à Kiev, présenté aux fidèles le jour du Noël, de la Noël orthodoxe, et a été renvoyé à Istanbul parce qu'il doit être gardé par le patriarche. Le patriarche doit avoir son tomos chez lui, et il n'a pas de tomos, l'autorisation au patriarche de Moscou d'avoir la juridiction sur Kiev. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et que vous aurez encore le temps de poser des questions, mais la question était très complexe et elle exige vraiment beaucoup d'explications historiques pour la comprendre. Je vous remercie.